avec cette vidéo puisqu'il s'agit de l'une de mes vidéos préférées, une de celles que j'adore tourner chaque année, puisqu'il s'agit de mes top et flop lectures de l'année en cours, donc ici l'année 2019. Cette année a été un petit peu particulière pour moi au niveau de la lecture puisqu'il y a des grosses périodes où j'ai pas lu, j'avais pas envie, j'avais pas le cœur à ça, je ne pouvais pas tout simplement, et d'autres où justement je me suis plongée dedans, je dirais pas à corps perdu, on va pas exagérer, mais où c'était justement nécessaire, c'était de très bonnes pauses dans le présent. Et ça me faisait énormément de bien puisque si vous le savez, si vous suivez un petit peu la chaîne régulièrement, vous savez que j'ai perdu mon papa cette année, il était malade toute l'année depuis 2018 et forcément c'était un petit peu compliqué. Mais voilà, la lecture a eu à la fois ce côté salvateur de temps en temps et j'en suis toujours très reconnaissante. Bref, on va pas s'attarder là-dessus et je vais vous présenter les lectures qui m'ont le plus plu. Le prochain livre que je vais vous présenter, ça a justement été une de ces pauses dans le présent puisque je l'ai ouvert et je l'ai dévoré d'une traite. Ça a été un véritable plaisir de le découvrir et il s'agit de D'après une histoire vraie de Delphine de Vigan. Il s'agit d'un thriller psychologique qui se situe dans une période tout à fait contemporaine où nous suivons une autrice qui est à succès, hein, elle est quand même très reconnue, et elle a ce qui se produit, j'imagine assez régulièrement chez les auteurs et les autrices, c'est ce côté un petit peu syndrome de l'imposteur où on n'est pas sûr de mériter le succès qu'on a, où on doute du prochain livre qu'on va écrire puisque sera-t-il aussi légitime que le précédent qui a très bien marché, sera-t-il aussi bon, sera-t-il aussi bien accueilli, aura-t-on les bonnes idées, enfin voilà, tous ces doutes là qui j'imagine sont assez fréquents je pense. Et cette autrice va faire la rencontre d'une jeune femme avec qui elle va s'entendre immédiatement, elles vont avoir une espèce de connexion immédiate comme ça arrive dans les amitiés et ça va se transformer en quelque chose d'assez malsain, je vous dirai pas forcément pourquoi, mais vous allez vraiment évoluer dans une ambiance assez malsaine, assez toxique, avec énormément de thématiques que moi j'ai bien aimées puisqu'on a limite un huis clos puisque toute l'histoire tourne justement autour de la relation de ces deux femmes. On a aussi tout ce qui est doute justement au niveau de l'auteur avec les doutes d'écriture, l'imagination, la légitimité, tout ce qui est processus créatif en fait. Et vous avez plusieurs niveaux de lecture, je dirais, qui sont hyper intéressants. Ça a été une lecture extrêmement captivante, je l'ai adorée, je l'ai bouffée, je pense que je l'ai lu en... Si c'est pas 24 heures, c'est 2 jours, enfin vraiment je l'ai défoncé quoi la lecture. Ça se lit très bien, c'est très bien écrit, c'est captivant, je ne peux que vous recommander ce livre. Donc lisez ce livre parce qu'il est vraiment chouette. Autre lecture que j'ai adoré faire cette année, il s'agit d'une petite lecture assez bonbon, assez agréable, à la fois pétillante, drôle, feel good. Ça m'a fait énormément de bien de découvrir enfin cette saga. Là je n'ai que le tome 3 sous la main à vous présenter, mais il s'agit du journal intime de Cléopâtre Wellington. Là c'est le tome 3, Vol au-dessus d'un nid de couscous. Le premier tome s'appelle Mémoire d'une guenon dérangée et le deuxième tome s'appelle Autant en emporte la musaraigne. Tout ça écrit par Maureen Wingrove qui n'est autre que Digli si vous la connaissez sous son nom d'illustratrice. C'est une saga qui est quand même axée jeunesse, adolescence, hein. Je suis clairement pas la cible principale de cette saga, néanmoins j'ai adoré la faire puisqu'on suit les aventures de Cléopâtre Wellington qui vous raconte tous ces tracas de jeune fille de 13-14 ans, je crois qu'elle a plutôt 14 ans d'ailleurs, et voilà tous ces tracas du collège, de ses copines, des questions qu'elle se pose, des problèmes avec les garçons, des problèmes avec les filles, des problèmes avec leur famille, les doutes qu'on a sur notre propre corps à cette époque là puisque évidemment que la société nous aide pas, hein, donc on se pose plein de questions, est-ce qu'on est belle, est-ce qu'on est intéressante, est-ce qu'on est intelligente, mais il y a aussi énormément de féminisme puisque forcément Digli étant très engagée, ses livres ne pouvaient pas ne pas contenir tout ça, donc on en parle aussi pas mal de femmes des arts avec pas mal de sujets qui sont hyper intéressants à découvrir. Il y a des personnages hyper variés, des personnalités hyper intéressantes, j'ai ri, c'est engagé, ça fait du bien, je vous recommande très fort le journal intime de Cléopâtre Wellington. Si vous aimez un petit peu lire tout ce qui est adolescence, jeunesse, si ça vous fait pas peur, je pense que vous passerez un très bon moment. Le prochain livre que je vais vous présenter, je ne l'ai cette fois-ci pas sous la main puisqu'il s'agit d'un deuxième tome que j'ai emprunté à la bibliothèque. J'avais lu le premier en e-book, donc quoi qu'il arrive je n'ai pas le livre physique. Il s'agit de La Faucheuse, donc le tome 2 de Neal Shusterman. Il s'agit cette fois-ci d'un livre plutôt axé jeune adulte. On est dans de la science-fiction puisqu'on évolue dans un monde où la mort n'existe plus. Enfin, elle existe, mais en fait elle n'arrive plus par des voies naturelles, c'est-à-dire que vous ne mourrez plus de maladie, hein, ce qui en soi est une bonne chose, hein, puisque en ayant fait l'expérience cette année, c'est quand même assez nul et j'imagine que je suis pas la seule. Et même si jamais vous vous blessez, vous avez un accident mortel, il existe des centres de ressuscitation. Donc quoi qu'il arrive, vous allez ressusciter, hein, voilà, vous ne mourrez plus. Donc justement pour endiguer le flux de personnes qui existent sur Terre,
il y a ce qui s'appelle des faucheuses, donc c'est des personnes qui sont formées à tuer d'autres personnes et qui vont réguler, juguler un petit peu le flux de la population mondiale. Dans le premier tome, on suit deux jeunes adolescents qui vont être sélectionnés totalement au hasard pour justement faire cette formation, et donc on suit le parcours de ces deux jeunes adultes qui vont être sous l'aile d'une des faucheuses qui va les former à son métier. C'est un livre qui, à première vue, qui pouvait sembler assez léger en fait, qui avait une histoire hyper intéressante, hyper intrigante, mais qui, j'en ai l'habitude, version jeune adulte, parfois peut manquer un petit peu de substance. Alors c'est un gros cliché que je vous dis là, hein, parce que c'est clairement pas le cas de tous les livres jeunes adultes, mais parfois, malheureusement c'est ce qu'on a, et j'avais peur de trouver ça. Et j'ai trouvé bien plus. J'ai adoré le premier tome de La Faucheuse l'an dernier, j'avais peur d'être déçue par la suite, mais ça a été absolument génial parce que j'ai retrouvé énormément de profondeur dans l'histoire, il y a énormément de thématiques limite philosophiques hein, qui vous sont proposées. Ayant malheureusement connu la mort cette année et tout ce qui tourne autour, bon, dans le cas de La Faucheuse on parle pas spécialement de maladie puisque ça n'existe plus, mais voilà, pour avoir eu connaissance de tout ça, ça a fait écho assez fort et les mots sont relativement justes, les réflexions je trouve sont bien menées, bien poussées. Et au-delà de cet aspect philosophique qui pourrait vous sembler un petit peu emmerdant si vous voulez pas de ça, ça reste extrêmement divertissant, hyper entraînant, c'est des bons pavés hein, l'air de rien, puisque je crois que le deuxième tome faisait au moins 500 pages, donc c'est quand même costaud. Ça se lit super vite, c'est très page-turner, c'est blindé, je dirais, d'action. Il y a pas mal d'actions psychologiques, si vous préférez. Il y a toutes ces réflexions psychologiques, mais aussi sociétales et humaines qui vous sont proposées. Enfin, moi, vraiment, j'ai trouvé que c'était un livre extrêmement complet. Et si jamais vous voulez lire un bon livre jeune adulte, celui-ci, c'est ce qu'il vous faut. Et si vous voulez le proposer à quelqu'un de plus jeune que vous, si vous ne voulez pas le lire, il est très chouette aussi, donc... La Faucheuse, je vous le recommande très fort, moi j'attends de lire le tome 3 qui est sorti là il y a un mois. On va rester dans le domaine de la science-fiction avec un de mes autres livres préférés, mais enfin c'est la thématique de cette vidéo quand même j'ai envie de vous dire, puisqu'il s'agit de La fille qui avait tous les dons de M.R. Carey, donc bon moi je l'ai lu en anglais. On reste donc dans un livre de science-fiction je vous disais, puisque nous sommes clairement dans un monde post-apocalyptique avec... des zombies, voilà, ce sont des zombies, c'est un petit peu la thématique, et on suit justement au début de cette histoire une jeune fille, mais vraiment une enfant je dirais, puisque je crois qu'elle a 10 ans ou moins, mais elle est vraiment pas très vieille, qui est enfermée dans une cellule, et c'est justement un zombie, parmi d'autres enfants zombies. Sauf qu'elle n'a pas vraiment conscience de ce qu'elle est puisqu'on ne l'a pas conscientisée à ce sujet et que des humains sains leur font classe, leur font cours puisque justement elle fait partie d'une classe qui visiblement est assez éduquée, c'est-à-dire qu'elle n'a pas des réflexes primaires de vouloir vous manger le cerveau, hein. Je vous dis ça comme si les zombies étaient une réalité, mais bon, dans l'univers de la SF c'est un petit peu ça. Mais voilà, cette fois-ci c'est un zombie qui est un petit peu éduqué, avec une conscience plus élevée, et donc son premier réflexe n'est pas de vouloir te manger le cerveau, puisqu'en fait elle a une conscience et une réflexion, et voilà. Bon bref, elle est dans un institut, on lui enseigne des choses, et ça va pas s'arrêter là, puisque ça c'est vraiment le début de l'histoire. En fait un jour va y avoir un problème, disons qu'elle va se retrouver un petit peu libre, voilà, hein, elle va se retrouver un petit peu libre et l'histoire va commencer à partir de ce moment-là. Là encore, j'ai adoré ce livre pour les mêmes raisons que La Faucheuse, tout simplement parce que j'ai à la fois énormément d'action, parce que l'air de rien il y en a pas mal, mais surtout il y a énormément de réflexions éthiques et philosophiques qui vous sont proposées. Un petit peu l'aspect scientifique, la déshumanisation de certaines choses, on a énormément de réflexions éthiques et philosophiques qui sont proposées là-dedans et c'est un très très bon mélange d'action, de divertissement et de réflexion, et franchement j'adore retrouver ça dans mes lectures, et qu'elle remet un petit peu en question aussi le genre de l'horreur, de la science-fiction et des univers un petit peu zombies, parce que justement je trouve que c'est pas votre film de zombies traditionnel, je dirais. Je trouve que ça change, enfin votre livre de zombies traditionnel. C'est ce qui m'a personnellement énormément plu. N'hésitez pas à découvrir ce livre qui est très très bon et qui a été traduit en français, hein, si jamais vous vous posez la question. Je continue avec les romans en vous proposant une lecture qui est assez récente pour moi, mais qui est encore une fois une suite de saga. J'avais adoré lire le premier tome l'année dernière ou l'année d'avant, je ne sais plus. Et j'ai été très contente de lire cette suite qui ne m'a là encore pas déçue, puisque c'était pas un second tome de transition, c'était ultra divertissant, c'était ultra cool, et il s'agit de God's Grave de Jay Kristoff, qui est la suite de Nevernight de Jay Kristoff. Autant vous dire que j'adore les couvertures, puisque ça c'est celle du 2, et ça c'est celle du 3, je les trouve absolument magnifiques. Voilà. Pour vous en dire un petit peu plus sur God's Grave, il s'agit d'un livre adulte cette fois-ci de, je dirais,
fantasy, mais c'est peut-être plus de l'urban fantasy. Je crois que c'est peut-être ça, je vous dis peut-être des conneries, mais en tout cas c'est l'univers SFFF, hein. Soit fantastique, soit fantasy, soit urban fantasy, je ne sais pas, mais on se situe un petit peu là-dedans. Globalement, pour vous la faire courte, l'histoire du premier tome, puisque bien sûr je vais pas vous révéler l'intrigue du 2, ce serait con, c'est l'histoire d'une jeune femme qui va voir son père être exécutée dans le tout premier livre, hein. Au tout début de l'histoire, ce sont les premières pages. Elle est enfant, elle a une dizaine d'années, voire un peu moins, je sais plus très bien. Et son père en fait est pendu pour trahison. Voilà, il a essayé de renverser le pouvoir en place et donc il va être pendu et la mère de cette jeune fille lui dit regarde un petit peu ce qui se passe parce qu'il faut pas que t'oublies parce que bah voilà c'est l'histoire de vengeance en fait. Il faut pas que t'oublies puisque le monde est cruel, il faut que tu le vois. Elle va donc grandir là-dedans sauf que bah très vite après hein, sa mère on va pas la laisser tranquille, elle était quand même la femme de quelqu'un qui a essayé de renverser le pouvoir et donc sa mère va être enfermée en prison. On va essayer de la tuer elle quand elle est petite, elle va réussir à s'échapper et en fait elle va devoir se démerder toute seule et en fait en s'échappant elle va être accompagnée de ce qui s'appelle une ombre, il n'y a pas vraiment de nom, mais c'est une ombre qui va l'accompagner et qui va la guider et donc on la retrouve quelques années plus tard puisqu'elle a 18-19 ans et elle va intégrer une espèce d'école d'assassins qui est un petit peu cachée, c'est comme une société secrète dans ce monde-là et elle veut intégrer cette école pour bien sûr se venger des personnes qui ont précipité la mort de son père et l'enfermement de sa mère en prison. C'est ultra divertissant, voilà, c'est super chouette. Je sais pas quoi vous dire de plus hormis le fait que la narration est très cool. Il y a énormément de moments où le narrateur brise un petit peu le quatrième mur avec les notes en bas de page puisque de temps en temps l'histoire vous parle d'un lieu, d'un événement, d'un pont et le narrateur va vous raconter un petit peu l'histoire de ce pont et vous interpeller un petit peu avec ça. Alors c'est juste dans les notes en bas de page mais elles peuvent être énormes, hein. Les notes en bas de page peuvent prendre la moitié d'une page. Voilà. Sachez-le. J'ai adoré la narration, j'ai adoré l'histoire, elle est ultra divertissante, j'aime beaucoup le personnage principal et son ombre, je l'aime énormément. L'univers est extrêmement immersif. On est un petit peu dans une époque type Renaissance italienne, voilà, pour vous situer un petit peu le monde, avec des univers esthétiques qui personnellement me plaisent beaucoup et qui se prêtent vraiment bien à ce côté un petit peu magique quelque part, puisque vous avez quand même énormément d'éléments fantastiques, hein. Et puis voilà, vous avez cette histoire de vengeance en ligne de fond, vous avez aussi des scènes de fesses, moi je m'y attendais pas, mais il y en a, hein, sachez-le, dans le premier, dans le deuxième. Et il y avait une petite vibe aussi dans le premier que j'avais beaucoup aimé, qui était un petit peu limite Harry Potter à l'école des assassins, tu vois. Donc c'était vraiment chouette. Dans le 2, on est plus trop dans cette vibe, mais le 2 m'a autant plu, autant divertissant, avec d'autres thématiques un petit peu qui se profilaient, mais même ambiance que le premier, que j'ai beaucoup aimé. On enchaîne dans la SF avec un autre livre qui va vous parler de zombies, puisqu'il s'agit de Dread Nation de Justin Ireland. Voilà, un jour j'arriverai à faire son prénom sans avoir l'air con, enfin son nom de famille sans avoir l'air con. Il s'agit d'un premier tome de saga, je sais pas si ça comptera 2 ou 3 tomes, je crois que c'est prévu pour 3 tomes. On est donc dans un livre de SF, de zombies, et c'est plutôt adressé à un public jeune adulte, et pour le moment j'ai pas entendu parler de traduction, donc si vous ne lisez pas en anglais, ce sera peut-être pas le moment de vous y intéresser. On va suivre une histoire qui se passe un petit peu au moment de la guerre civile américaine, vous savez quand les États du Nord et les États du Sud se battaient pour justement l'abolition de l'esclavagisme. On en est là puisque ça commence, le tout début commence à ce moment-là puisqu'on assiste à la naissance de l'héroïne qu'on va suivre ici. Et il s'avère qu'elle est métissée, cette jeune femme, et c'est un petit peu la fille de la maîtresse de maison, vous savez, mais la maîtresse de maison de la plantation. Donc ça le fait mal, puisque vous vous doutez bien que ceux qui maîtrisaient les plantations étaient blancs. Forcément, une enfant qui n'est pas blanche est très mal vue, hein, bien sûr. Et cette jeune fille, elle va être planquée par sa mère dans la plantation parce que sinon son père va la buter, hein, puisqu'évidemment c'était un raciste hein, et un esclavagiste aussi. Sauf que voilà, 2 jours après sa naissance commence l'apocalypse zombie. Voilà, les morts se relèvent de leur cercueil, de leur tombe et ils viennent vous bouffer le cerveau. Donc ça va chambouler un petit peu toute la guerre puisqu'elle va se mettre en pause. Et comme tout univers un petit peu raciste, les blancs vont décider que ce serait bien de former les personnes non blanches à la guerre pour défendre les blancs des zombies. Voilà, ce serait sympa hein. Et donc nous suivons cette héroïne qui va être bien plus tard, donc adolescente, dans une école d'éducation à la fois où on éduque aux bonnes manières puisque vous allez protéger des jeunes femmes blanches, donc il faut être un petit peu éduquée à leur culture, et en même temps être apte à défoncer des culs de zombies. Voilà. Donc on la suit dans cette petite école, c'est bien horrible, donc dans ce lieu pas très sympa où elle est forcée d'aller puisqu'elle n'est pas blanche. Et vous allez suivre un petit peu toute son histoire, je vous en dirai pas plus, je pense que ça peut suffire éventuellement à vous intriguer, j'imagine. C'est un livre que j'ai trouvé absolument génial puisqu'il est hyper divertissant.
La narration est hyper bien menée, ça se lit super vite, il y a énormément de réflexions extrêmement actuelle sur malheureusement le racisme, hein, puisque ça s'inspire à la fois d'une période historique qui a réellement existé, hein, si on enlève les zombies, et donc les réflexions qui sont faites à cette jeune femme, la place qui lui est donnée dans la société, sont forcément réelles, et en plus font largement écho à des choses qui se passent toujours à notre société où malheureusement, j'ai envie de vous dire, ça devrait plus arriver. Hein, parce que même si à l'époque ça n'aurait pas dû arriver non plus, bon bah c'était le cas. Depuis le temps, il y a des siècles qui sont passés et ça n'a pas beaucoup changé finalement. Et en plus c'est écrit par une autrice noire, donc il sait forcément de quoi elle parle en termes de racisme, dont les ancêtres, vu qu'elle est américaine, ont probablement vécu ce qu'elle vous parle, hein, ce qu'elle vous dit. J'ai envie de vous dire que de bonnes raisons de découvrir cette lecture que je vous recommande très chaudement. Et là, va y avoir une belle transition dans cette vidéo, puisqu'on va passer aux lectures graphiques. J'ai voulu les séparer parce que j'en ai énormément cette année à vous présenter, enfin énormément, j'en ai 4. C'est pas mal. On va commencer avec une lecture que j'ai faite assez tôt dans l'année et que j'ai apprécié, voire énormément apprécié faire, puisqu'il s'agit de Love Story à l'iranienne de Jeanne Dexar, qui en fait est un duo de journalistes qui travaille sous un pseudo, et dessiné par Deloupi. Love Story à l'iranienne, c'est pas tout à fait une histoire, c'est pas une fiction, puisqu'il s'agit littéralement de témoignages, de parcours de la jeunesse iranienne. Jeanne Dexar, donc le duo de journalistes, est allée en Iran en se prétendant mariée. L'Iran, c'est quand même une politique qui est hyper oppressive pour les femmes, mais pas que les femmes, hein, puisque les hommes sont aussi fatalement sous le joug d'une déformation un petit peu de l'islam, puisque c'est une version extrême de cette religion qui est appliquée, voire même bien détournée quand ça les arrange. Hein. Du coup, ils sont allés comme un couple marié interroger tout un tas de jeunes couples, de jeunes célibataires, pour savoir ce qu'ils pensaient de leur vie en Iran, comment ça se passait, de ce qu'ils aspiraient à faire, de leur peur, de leur joie, et ça donne quelque chose qui est pas manichéen, dans le sens où on va pas vous dire l'Iran c'est un endroit horrible, c'est affreux, je pleure tous les jours, c'est le cas hein, pour des personnes, mais forcément comme tout endroit, les choses bien et les choses pas bien, on s'adapte et on arrive à faire du mieux qu'on peut avec les choses pas cool. C'est un peu l'histoire de la vie, j'ai envie de vous dire. Ça veut pas dire que c'est une bonne chose, hein. Fatalement, moi qui suis hyper intéressée par l'histoire récente de l'Iran, je dirais récente parce que je parle de la révolution islamique qui s'est passée dans les années 70, ça a commencé dans les années 70, mais il y a quelques années avant. C'est une période qui moi m'intéresse beaucoup, même la partie contemporaine là de l'Iran, des mouvements qui se mettent en place au niveau des femmes, qui se battent pour leurs droits, qui rejettent un petit peu le système qui est mis en place. Fatalement, vous vous doutez bien que ça m'intéresse. Et fatalement, j'ai été hyper intéressée par Love Story à l'iranienne, qui est hyper fidèle à la réalité, puisque c'est des témoignages illustrés en fait. Si vous connaissez pas l'histoire de l'Iran, ça peut être très sympa de la découvrir, et je vous la recommande très chaudement. Et on va pas trop changer de thématique avec le livre suivant, puisqu'il s'agit de Persepolis de Marjane Satrapi, qui vous parle de l'Iran, encore une fois, puisque Marjane Satrapi est iranienne, elle est née en Iran, elle a fait une bonne partie de sa jeunesse en Iran, puisqu'elle a quitté l'Iran durant son adolescence, voilà. Et justement, tout l'intérêt de Persepolis, c'est que ça vous raconte un petit peu comment la révolution islamique, puisque c'est comme ça qu'elle s'appelle, hein, s'est faite. Puisqu'elle est toute jeune quand ça va commencer, quand son monde bascule et que à la fois sa famille perd des droits, puisqu'elle appartenait quand même à une famille aisée qui a pas forcément été bien vue, puisque en fait globalement quand la révolution a eu lieu, c'était pas juste une question de on veut renverser le pouvoir pour renverser le pouvoir, bon bien sûr qu'il y a toujours une question de pouvoir, mais faut quand même savoir que l'Iran crevait de faim, hein, voilà, et il y avait un empire qui était en place, qui globalement se gavait, hein, comme tous les empires, qui en avait pas grand chose à foutre que le peuple crève la dalle. Ça faisait des années que des petites révoltes se mettaient en place, il y a plusieurs partis politiques qui ont voulu renverser un petit peu tout ça, qui n'avaient pas tous les mêmes aspirations, et c'en est un qui a gagné un petit peu cette espèce de révolution. Et voilà, et ensuite tout le système mis en place a changé. Mais voilà, Marjane Satrapi elle a évolué dans un monde quand même relativement aisé, et forcément ça va changer puisque le monde a changé autour d'elle, mais les droits des gens vont aussi changer puisque, comme je vous l'ai dit, les droits des femmes forcément vont énormément bouger parce que souvent c'est les premières à prendre, hein. Mais voilà, c'est un monde avec énormément de règles, comme le fait de pas écouter par exemple de musique occidentale, vous pouvez pas vous vêtir comme vous voulez dans la rue, vous pouvez pas sortir en couple dans la rue, un homme et une femme n'ont pas le droit de se tenir à la main en public, c'est totalement interdit, vous devez être mariés, enfin bon bref, il y a tout un tas de règles qui sont très oppressives, et Marjane Satrapi va grandir dans ce changement sociétal et politique et même religieux, puisqu'elle-même n'était pas spécialement religieuse en fait, et pareil l'islam va être
imposée en fait. On va la suivre donc à la fois dans cette transformation de son pays et de sa vie, et puis dans son adolescence, puisqu'elle va partir d'Iran, elle va aller en Allemagne, et donc il y aura aussi ce beau contraste, pas spécialement beau mais intéressant à regarder, avec justement une vision occidentale de personnes qui sont très privilégiées par rapport à ce qu'elle a vécu et ce que vit l'Iran, et son point de vue à elle, justement sur ces pays-là qu'elle a toujours voulu voir, puisque généralement on veut ce qu'on n'a pas en fait. Bref, c'est un livre qui est très intéressant, à la fois au niveau de l'histoire de l'Iran, des réflexions sur le monde, la société, du féminisme aussi bien sûr, puisque vous en trouvez c'est sûr. C'est un très bon livre à découvrir, il est assez énorme mais il se lit quand même très bien. Moi j'adore le dessin de Marjane Satrapi, ça plaît ou ça plaît pas, je vais vous montrer un petit peu une planche histoire de... C'est tout en noir et blanc et vous connaissez probablement l'adaptation cinématographique de ce livre puisque ça a été adapté en film d'animation. Toujours dessiné par Marjane Satrapi et j'adore les deux. Le livre et l'adaptation sont absolument géniaux. On passe ensuite à une lecture graphique qui n'a absolument mais rien à voir puisqu'il s'agit de Et si l'amour s'était aimé de Fab Caro qui m'avait été offert par ma petite sœur pour Noël l'année dernière et j'ai absolument adoré. Alors c'est extrêmement léger, en termes de légèreté on est à l'opposé vraiment de Persépolis, même si Persépolis est très drôle quand même. Et si l'amour s'était aimé, c'est comme une grosse parodie d'un soap opéra que vous pourriez regarder à la télévision, parce que c'est totalement ça, mais vraiment parodié avec un humour assez absurde qui moi me fait mourir de rire, j'adore. J'ai plusieurs fois gloussé et rigolé vraiment en lisant ce livre, j'ai pas un sourire aux lèvres, j'ai rigolé, des sons sont sortis de ma bouche. On va y suivre un petit couple marié au début, chez qui tout se passe bien, sauf que la femme un jour va réceptionner la livraison de chez Speed Macédoine, voilà, puisqu'on livre de la Macédoine à domicile comme des pizzas ou des sushis. Et elle va tomber follement amoureuse du livreur de Macédoine et donc toute une histoire va s'opérer. C'est extrêmement absurde. Vous savez bien que moi les livres romances tout ça généralement c'est pas mon délire, mais là ça prend justement ça à contre-pied et ça parodie un petit peu tous les côtés extrêmes des livres de romance. J'ai adoré, voilà. Ça ressemble un petit peu à un roman photo si vous voyez ce que sont les romans photos. Le dessin plaît ou plaît pas, moi je m'en fous, c'est vraiment les textes qui m'ont fait mais hurler de rire. Je vous le recommande, ça fait une très bonne pause pour se marrer. Et les livres de Fab Caro globalement sont géniaux. Avec le dernier livre, franchement vous allez pas vous marrer du tout, vraiment il est pas drôle puisqu'il s'agit de Les filles de Salem de Thomas Gilbert avec un beau sous-titre qui s'appelle Comment nous avons condamné nos enfants. Ça vous donne un petit peu le ton du livre. Dans Les filles de Salem, vous allez suivre un petit peu la période de Salem aux États-Unis. J'ai envie de vous dire limite le début de l'histoire américaine, puisque ça reste quand même un pays jeune, on va dire, pour la civilisation américaine actuelle. Je vous parle pas des natifs américains, parce qu'eux, on leur a clairement volé leur terre. Donc on parle vraiment des nouveaux américains. Toute l'histoire se situe dans un petit village au fin fond des États-Unis, il y a très longtemps, il y a plusieurs siècles, puisque c'est au 17e, 18e siècle, enfin ça date, vraiment c'est très vieux. C'est un petit village où tout le monde se connaît, tout le monde évolue entre eux, il y a des petites règles éthiques, morales, mais aussi de vie, de civique. Et on suit le parcours d'une jeune femme qui va découvrir que en tant que femme, elle n'a pas tout à fait de droit, disons que son corps lui appartient pas tout à fait, que ses gestes à partir d'un certain âge ne lui appartiennent plus tout à fait non plus, et que c'est pas la seule d'ailleurs concernée par tout ça. Et vous allez avoir aussi une énorme prédominance de la religion, puisque vous avez à la fois un racisme vis-à-vis des natifs américains qui évoluent autour du village et qu'on cherche à tuer puisqu'on estime qu'ils sont des sauvages, alors qu'on leur a juste piqué leur terre globalement, et que globalement les sauvages ce sont les Américains. Vous avez aussi la religion chrétienne qui est prédominante, qui est mise en avant, dont il faut suivre les préceptes, où c'est la vraie religion, et les habitants qui évoluent autour de tout ça et qui vont donc grandir avec des valeurs qui parfois se contredisent totalement, puisque théoriquement la religion chrétienne c'est quand même ne pas faire de mal à autrui, mais bon, défoncer des natifs américains visiblement ça fait pas partie de pas faire de mal à autrui. Vous avez donc une jeune fille qui évolue là-dedans, vous suivez son histoire et vous avez un petit peu tout le côté oppression de la religion sur les femmes, comment il va diaboliser certains de leurs comportements et comment justement on va vraiment créer un aspect diabolique à la femme et donc créer ce qu'a été Salem, c'est-à-dire la persécution d'énormément de femmes qui en fait ne respectaient pas les codes établis par la religion, puisque c'était beaucoup la religion qui établissait les codes sociétaux, et tout ce qui était patriarcal aussi, qui va oppresser les femmes. Et quand elles sortent du moule, eh bien elles sont, on estime qu'elles font du mal et qu'elles mettent en danger toute une communauté. Et c'est un petit peu toute l'histoire de ce livre qui est extrêmement bien foutu, extrêmement intéressant, mais aussi extrêmement difficile. Les dessins sont pas toujours les plus jolis, je vous dirais. Moi ça m'a pas du tout dérangé, mais ça reste une histoire assez difficile à lire, à la fois au niveau des dessins qui parfois sont quand même durs quand même,
mais aussi au niveau du sujet et du texte et des thématiques très souvent proposées dans ce livre. Mais en même temps, ça fait totalement partie de l'histoire, on est limite dans un roman historique, hein, j'ai envie de vous dire, pour la véracité des faits. En tout cas, je ne peux que vous le recommander, donc n'hésitez pas à le lire. Et c'est tout pour les livres que j'ai adoré lire cette année. C'est mon petit top 10 de mes lectures préférées de cette année, même si c'est clairement pas dans l'ordre, hein, mais ce sont mes 10 préférés. Ce sera tout pour cette vidéo qui va être quand même longue au final, mais c'est pas grave, hein, écoutez, vous ferez avec. J'espère que vous l'aurez apprécié. N'hésitez pas à me partager, vous, vos meilleures lectures de l'année dans les commentaires. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère que si vous n'avez pas lu certains de ces livres, je vous ai donné envie de les lire. En tout cas, j'espère que vous avez passé une belle année. Surtout, je vous souhaite d'en passer une très belle en 2020 parce que on le mérite tous, il faut passer une bonne année. Et en attendant, bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous fais d'énormes bisous. Salut!